Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. Bienvenue dans ce Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Mon invité aujourd'hui, c'est Denis Stasinski, directeur souscription chez Zurich France. Avec lui, on va parler du rôle des assureurs pour couvrir les risques climatiques, de la finance à impact et aussi du partage de la valeur. Pour notre débat, on va découvrir le concours organisé par Microsoft France pour mettre en avant et accompagner 11 startups et leurs solutions de transformation environnementale. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Corail et ses pépinières destinées à restaurer l'écosystème des côtes africaines. Voilà pour les titres. On a 30 minutes, un tout petit peu moins de 30 minutes pour les développer. C'est parti. Bonjour Denis Stasinski, bienvenue. Vous êtes donc le directeur souscription, membre du comité de direction de Zurich France, Zurich géant de l'assurance, 56 000 employés dans le monde, présents dans plus de 210 pays et territoires. Zurich qui vient de fêter ses 150 ans d'histoire. Aider vos clients à mieux comprendre les risques et à s'en prémunir, c'est évidemment votre ADN, l'ADN d'un assureur. Les risques climatiques y compris ? Les risques climatiques y compris, absolument oui. Aujourd'hui, c'est quelque chose que nous regardons de très près. Pour vous donner des ordres de grandeur en termes d'impact, pour 2022, au niveau des chiffres, on parle d'un impact total de plus de 120 milliards d'euros ou de dollars en termes de dommages liés aux événements climatiques. Et si on regarde sur une tendance sur les 10 dernières années, aujourd'hui, du fait du changement climatique, on est en train de dire que l'impact est une augmentation entre 5 et 7% par an en moyenne, ce qui fait que le 120 milliards d'euros ou de dollars qu'on prend en termes d'événements climatiques en ce moment pourrait se transformer en 240 si on a une tendance de 7% d'augmentation des dommages dus aux événements climatiques par an sur les prochaines années, si on suit la même tendance. Évidemment, et ça pose des questions, on va y venir sur le modèle même de l'assurance. Alors, et ça vous donne aussi des responsabilités, par exemple en termes de pédagogie. Est-ce que vous pensez qu'un assureur comme Zurich a un rôle pédagogique auprès des clients, des citoyens, justement sur les enjeux de cette transformation environnementale? On a un rôle qui est extrêmement pédagogique, d'expliquer la situation de notre environnement et d'expliquer aussi à nos entreprises quel est potentiellement l'impact de ces changements climatiques sur leur activité. Puisque Zurich, en France, assure des entreprises avec des activités internationales. Et on le voit par rapport aux différents événements qu'on peut avoir dans le monde. Et je pense à l'ouragan Ian qui est arrivé fin septembre 2022 de cette année au niveau des États-Unis, qui représente un coût d'environ 60 milliards de dollars en tant que tel. Donc on a aussi un devoir pédagogique d'expliquer par rapport aux actifs de nos clients qu'est-ce qui pourrait arriver en cas de survenance d'événements extrêmes. Donc il y a la tempête, l'ouragan, il y a les inondations, il y a les feux de forêt et plus récemment en France, sur ce qu'on a vu, l'impact de la grêle qui a été extrêmement surprenant pour le marché de l'assurance. Et donc on voit bien que le changement climatique est en train d'impacter de manière assez importante la gravité des événements climatiques en tant que tels. Alors il y a un engagement, on va dire à 3 titres, assureurs, investisseurs, employeurs, on va y revenir. Sur les investissements, sur la question des investissements à impact, quelle est votre politique? Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels vous ne financez plus? Et si oui, lesquels et quelle peut être la tendance en la matière? Oui, il y a un choix qui a été fait par le groupe Zurich en 2015, qui a consisté à se retirer en termes assurantiels des entreprises qui avaient une intensité carbone élevée. On peut penser, citer un exemple, l'industrie du charbon. Ça a eu un impact en termes de business parce que ça a représenté plus de 30 millions de dollars de primes pour le groupe Zurich en tant que tel, mais une décision forte a été prise. Plus récemment, en juillet 2021, Zurich a été membre fondateur de la Net Zero Insurance Alliance qui veut avoir une mission d'assurance durable, de durabilité dans le temps. On est 8 membres fondateurs. Ces membres fondateurs représentent plus de 8 000 milliards de gestion d'actifs sous gestion. Pardon. Oui. Et si on ramène ça au PIB mondial, qui devrait être en 2022 un peu au-delà de 100 000 milliards, ça veut dire qu'en actifs sous gestion, on a 8% du PIB mondial.
Et donc une responsabilité évidemment importante. Donc là, vous avez dit, il n'y a plus d'investissement dans le charbon, mais voilà, qui sont générales des énergies fossiles. C'est intéressant, par exemple, on prend Total qui devient Total Énergie, qui décide de faire évoluer son modèle. Est-ce qu'on doit l'accompagner? Est-ce qu'on doit arrêter de financer Total? C'est quoi la politique? Pour moi, on doit l'accompagner dans le cadre dans la transition. Parce qu'effectivement, quand vous prenez un groupe comme Total Énergie, qui fait un choix fort de s'appeler Énergie, Total Énergie, donc multi-énergie, donc avec une vraie action sur tout ce qui est énergie renouvelable et les énergies du futur, les énergies décarbonées. Et ça, à ce titre-là, on se doit aussi d'accompagner l'ensemble de nos clients, et au-delà de l'accompagnement aussi, ce sont les conseillers. Et arriver à cette capacité à conseiller nos clients sur les décisions stratégiques qu'ils doivent prendre pour accélérer leur transition à bas carbone. Ce qui n'est pas si simple pour un assureur comme Zurich, mais d'une manière générale pour les entreprises qu'on reçoit ici dans cette émission, il y a toujours ce soupçon de greenwashing, c'est-à-dire qu'une entreprise va mettre en avant son bon comportement. Comment répondre à cette demande de transparence des clients actuels ou futurs? Est-ce qu'il faut forcément... il faut des métriques, il faut des labels. Comment vous répondez à cette demande de transparence? Il y a plusieurs dimensions. Pour revenir encore sur le Net Zero Insurance Alliance, on a pris cet engagement entre tous les assureurs qui ont rejoint cette alliance, d'être très transparents par rapport à nos métriques et qui peuvent être partagées d'un point de vue public sous l'égide des Nations Unies. Donc il y a cet engagement qui est très fort qu'on a pris par rapport à nos groupes. Deuxièmement, par rapport à nos clients sur cette problématique de l'ESG. On voit aussi que la réglementation européenne est en train de se développer nettement sur les reportings extra-financiers et sur la normalisation de ces reportings extra-financiers qui vont permettre aussi d'adopter un langage commun et partagé par l'ensemble des industriels et qui va nous donner aussi une meilleure visibilité aux uns et aux autres sur nos futures trajectoires en termes de neutralité carbone. Les accords de Paris, c'est une neutralité carbone pour 2050. Le groupe Zurich, quand on a été parti de la création de cette alliance, on a pris cet engagement sur 2050. Et en mars 2022 dernier, notre président, Mario Greco, a pris cet engagement fort pour les salariés, pour l'environnement, pour la planète quelque part, d'accélérer notre transition avec un engagement de neutralité carbone en 2030. Donc on a pris le parti d'accélérer de 20 ans, ce qui est un vrai pari. Alors le secteur de l'assurance, on l'évoque depuis tout à l'heure, en première ligne face à ces dérèglements climatiques. Est-ce que certains risques vont devenir impossibles à couvrir ? Je ne peux pas répondre aujourd'hui en tant que tel à cette question parce qu'on a été très surpris par rapport à l'événement climatique grêle, par exemple, en toute transparence, qui est arrivé au mois de juin, pas par la grêle en tant que telle. Nos modèles intègrent la grêle, mais c'est l'intensité et la fréquence de ces événements. Ce que l'on sait, c'est que l'impact ESG en tant que tel et avoir une action concrète et positive va permettre de préserver justement cette assurabilité. Au-delà de ça, aujourd'hui, on a aussi développé des produits qui permettent à nos clients de projeter l'événement climatique en tant que tel. Je vais prendre un exemple, l'inondation. Il y a un risque d'inondation sur un site donné aujourd'hui et on est capable de projeter l'évolution de ce risque d'inondation sous 20 ans, 30 ans, 50 ans, jusqu'en 2100, en conformité avec les différents scénarios du GIEC. Et en fonction donc, de ces différents scénarios, on peut dire le risque, par exemple, en 2022, il est low, et en 2100, il sera high. Et donc, dans ce cas-là, on peut conseiller notre entreprise et nos clients à prendre des mesures de mitigation, d'atténuation du risque par rapport à cet événement climatique. On va terminer avec cette notion importante de partage de la valeur. Zurich France annonce le versement d'une prime de partage de la valeur, l'ancienne prime Macron. C'est une réponse pour les salariés, c'est une réponse à l'inflation de ces derniers mois, tout simplement? Ça a été une réponse par rapport, d'une part, à la performance collective qui a été fait par l'ensemble des salariés de Zurich France sur les 4 dernières années. Ça a été une partage de la valeur qui a été naturelle. Et ça a été aussi une réponse par rapport au phénomène d'inflation qu'on est en train de voir,
qui est quelque part aussi lui-même lié en accélération vis-à-vis de la transformation qu'on est en train de connaître, qui a été subie en 2022 par rapport à cette crise énergétique. Et donc, on a subi un peu ce côté inflationniste. Et plus, le message clé aussi, c'est que plus on sera moteur sur l'ESG et plus on anticipera les impacts de l'ESG, plus on évitera des effets de seuil où on sera obligé d'être très réactif. Il vaut mieux être actif que réactif. Merci beaucoup, merci Denis Stasinski. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, l'histoire d'un géant mondial, Microsoft, et de 11 startups françaises. Le débat de ce Smart Impact avec Florent Pellissier, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur partenariat start-up et éditeur de software indépendant chez Microsoft France. Et Nicolas Carvalho, bonjour, bienvenue à vous aussi. Vous êtes directeur technique de Telaqua. On va donc parler de ce programme d'accélération qui a été lancé il y a un an. Avec quel objectif, quelle ambition ? Alors, déjà avec un constat, en fait, qui nous fait dire chez Microsoft que le numérique, la technologie, c'est une partie du problème face à l'urgence climatique, mais c'est aussi, surtout, une grande partie la solution. Et on a une conviction forte, c'est que la solution pour aider les Français, pour aider les entreprises dans cette transition écologique, elle passe par l'innovation. Mais elle passe par l'innovation et des solutions qui n'existent pas forcément encore. Et quand on va aller chercher des nouvelles solutions et le cœur de l'innovation, on va se tourner vers des startups, en fait. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce programme d'accélération à Station F. C'est pour aider une dizaine de startups à grandir et à trouver les solutions de demain qui viendront aider nos clients autour de la transition écologique. Avec cette idée, vous dites que c'est un laboratoire de co-innovation. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de partenaires avec des expertises, des domaines d'expertise reconnus. Donc vous allez mettre tout ce monde-là, c'est l'alchimie des intelligences et des expertises, c'est exactement ça. C'est vrai qu'on ne le fait pas tout seul. Microsoft France, on s'associe à 7-8 partenaires comme l'ADEME, le BCG, Capgemini, Demeter, qui est un fonds d'investissement, Schneider Electric, Suez, Solar Impulse, et on fait tout ça à Station F. En fait, chaque partenaire vient apporter en fait son expertise sur des sujets précis en vue d'accompagner ces startups. Alors on le fait autour de 3 sujets qui nous semblaient importants. Le premier qui est l'optimisation de la consommation et de la dépense énergétique, sujet d'actualité aujourd'hui. Également l'économie circulaire et puis la supply chain et la traçabilité. Donc on a sélectionné une dizaine de startups sur plus d'une centaine de candidatures qu'on a reçues aussi depuis quelques mois. Et l'idée, c'est avec cet écosystème-là de partenaires, d'aller aider ces 10 startups dans une phase de croissance sur les 6 prochains mois. Et donc Telaqua en fait partie. Nicolas Carvalho, c'est quoi Telaqua, quand et pourquoi a-t-elle été créée ? Alors Telaqua, c'est une start-up qu'on a créée en 2018, en avril 2018 déjà, donc ça fait bientôt 5 ans qu'on est dans le marché. Et notre ambition, c'est mieux utiliser la ressource eau. Aujourd'hui, la ressource eau, c'est une ressource qui devient de plus en plus rare. Et les pays commencent à avoir ces soucis, les agriculteurs en ont surtout le gros souci. Et donc notre plus grosse ambition, c'est de se dire comment on peut mieux utiliser la ressource eau dans l'agriculture de façon telle qu'il y en ait plus pour le reste. Et aussi au sein d'une même parcelle que parfois, du coup, les agriculteurs de plus en plus doivent laisser quelques parties sans irrigation parce qu'il n'y en a pas suffisamment. Dans des pays, par exemple, comme l'Amérique du Sud, on a déjà vu, on a des clients qui sont dans ce cas-là. Donc c'est quoi ? C'est un pilotage intelligent de l'irrigation, pardon de vous interrompre. Ça marche comment en détail ? Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer des objets connectés sur le terrain, donc au niveau de toute la parcelle, au niveau des vannes, au niveau des pompes, des filtres, tout ça. Et on va les piloter et aussi on va les surveiller à distance. Donc comme ça, le client pourra savoir est-ce qu'il est en train de... Est-ce que tout ça se passe bien correctement ou est-ce que finalement, il y a des petits problèmes à droite à gauche qu'il doit aller régler. Et donc, en réduisant le temps qu'il prend justement pour les régler, ces problèmes-là, et on a moins de fuites, on peut mieux utiliser la ressource. Et en même temps, on est en train de travailler sur des systèmes de machine learning qui nous permettent aussi de faire des meilleurs plannings d'irrigation. Et donc, en faisant des meilleurs plannings d'irrigation, c'est là où on peut aussi réduire la consommation d'eau. Et on a un troisième projet qui est super intéressant, qui est la traçabilité, donc ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est se dire, de plus en plus, les États commencent à demander des quotas d'eau, des choses comme ça. Comment on peut aider aussi les agriculteurs à faire une meilleure gestion de l'eau et à pouvoir aussi présenter les différentes consommations à l'État ou d'autres
agent certificateur. Alors, comment ça va se passer, Florent Pellissier, là? Donc, vous avez une dizaine de startups qui ont été sélectionnées. On a vu des entreprises susceptibles de les conseiller, c'est ça? C'est-à-dire que c'est une forme de mentorat? Comment ça va fonctionner? On apporte plein de choses, en fait. On apporte à la fois une expertise technologique. Tu parlais d'intelligence artificielle, de capteurs. Ça, c'est des choses et des sujets sur lesquels Microsoft et ses partenaires, Capgemini, Suez ou autres, vont être en capacité de vous accompagner. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que la sélection des startups, elle s'est faite aussi en fonction d'un certain nombre de critères. Et on pense que pour certaines, c'est le bon moment pour accélérer. Oui, alors c'est ni trop jeune, ni trop vieille, et on va les aider à accélérer. Ouais, c'est intéressant parce que je vous écoutais, vous dites, ça fait 5 ans en fait que l'entreprise existe. On peut se dire, c'est plus une start-up. Enfin, vous voyez, c'est une entreprise qui est déjà un peu installée. Donc, le choix ne se fait pas par hasard. C'est un peu l'histoire de cette dizaine d'entreprises. Elles sont pas, c'est pas on n'est pas à l'early stage, quoi. C'est pas quelques mois d'existence. Exactement. C'est dans nos critères de sélection, c'était des entreprises qui avaient déjà, bien sûr, développé une solution éprouvée, comme Telaqua, un certain nombre de clients et qui étaient maintenant en phase d'accélération, donc aller trouver de nouveaux clients, s'ouvrir sur des nouveaux marchés à l'international. Et c'est ça aussi que Microsoft et ses partenaires de l'accélérateur peuvent apporter. Nicolas Carvalho, qu'est-ce que vous en attendez? En quoi le fait d'avoir été sélectionné par ce programme d'accélération, ça peut être une nouvelle étape pour Telaqua? Alors déjà, c'est important de dire que l'accélérateur qui a créé Microsoft, c'est un accélérateur assez spécial dans l'écosystème, parce que c'est rare du coup des accélérateurs qui vous mettent à disposition de la ressource homme, c'est-à-dire de la matière grise, des ingénieurs, du vrai savoir-faire. Et quand on est face à des problèmes industriels ou face à des problèmes de scalabilité, et très souvent la ressource la plus délicate ou la plus difficile à trouver, ce sont justement les ingénieurs et les gens qui en savent. Donc on est très content justement de cette accélération, c'est super pour nous. Ouais. Vous savez déjà avec qui vous allez spécifiquement travailler? Les premiers contacts ont été noués? Oui, on a commencé à faire quelques premières réunions déjà, mais par exemple avec Schneider Electric. Et eux sont des spécialistes de la consommation électrique. Et nous, une chose qu'on surveille aussi, c'est la consommation électrique de nos clients. Parce que qui dit ressources en eau, très souvent, c'est ressources de pompage. Et donc aussi toute la consommation qui va avec. Donc Schneider, c'est un bon partenaire. Microsoft, bien sûr, puisque tout notre système s'est basé sur le cloud. Donc pour nous aider dans la partie machine learning, pour nous aider dans la partie tout simplement déployer nos systèmes et aller plus vite. Et aussi le time to market. Quand on est dans cette phase d'accélération, on a besoin de sortir nos systèmes le plus vite possible. Chaque mois qui passe, c'est un problème. Et donc avoir des solutions sur le cloud, comme c'est de Microsoft, qu'on peut intégrer facilement, c'est quelque chose qui nous aide énormément. Les entreprises qui participent à ce programme d'accélération, Florent Pellissier, elles se sont engagées à fournir justement de la matière grise, comme on dit, des femmes et des hommes X, je ne sais pas comment vous avez prévu que ça fonctionne, X semaines par mois, par an, ça va être en fonction de la demande, comment ça va fonctionner? C'est exactement ça, en fonction de la demande et aussi en fonction de leur expertise. C'est-à-dire que par exemple le BCG, lui, va intervenir plutôt sur des sujets liés à la supply chain, là où Schneider Electric va intervenir plutôt sur des sujets autour de la consommation énergétique, ou Suez autour de l'économie circulaire. Donc chacun vient apporter quelque part sa pierre à l'édifice dans cet accélérateur, et l'idée c'est de se dire que les 10 startups qu'on aura accélérées, d'ici 6 mois, elles auront pris aussi du coup un nouvel envol quelque part. Donc programme d'accélération, critères, vous nous l'avez dit, il y a les 3 champs d'action, supply chain, traçabilité, efficience énergétique, économie circulaire. Là, on en a une, Telaqua. Dans quel domaine? Est-ce que vous avez un ou deux autres exemples de start-up sélectionnées à partager avec nous? Alors oui, bien sûr, il y en a 10, donc je ne pourrais pas forcément... c'est toujours difficile de choisir. Citer. Bip Battery, par exemple, c'est intéressant, c'est sur l'économie circulaire et le recyclage autour des batteries électriques. Aujourd'hui, les batteries électriques, on les retrouve dans les trottinettes, dans les scooters, donc Bip Battery intervient sur ce sujet-là, et puis après, quelque part, on a essayé de faire un choix assez exhaustif et on a 3-4 startups dans chacune des catégories que vous avez citées. Il y a Solar Impulse, enfin il y a le programme de Bertrand Piccard qui est partenaire de cet accélérateur, avec ces 1000 solutions, ces 1000 entreprises qui ont été déjà sélectionnées.
Pourquoi il y a Solar Impulse? Je me suis posé la question. Parce que vous voulez que ces entreprises puissent globaliser quand on parle de passage à l'échelle, leur modèle économique et leurs solutions? Exactement, l'idée c'est que les 10 startups puissent obtenir le label Solar Impulse, qui est aussi du coup un gage dans les sujets de transition écologique. Donc Solar Impulse, au même titre que les autres partenaires, viennent aussi apporter cette expertise-là, comme le fait également l'ADEME sur tous ces sujets. Ah, ça veut dire que vous allez être conseillé par, si vous le demandez, par des personnels de Solar Impulse pour préparer un dossier, c'est ça? C'est ça. C'est un dossier qu'on cherchait justement à remplir depuis quelques années, mais bon, on n'avait pas encore la structure ni la taille pour le faire. C'est quand même assez complexe, non? Oui, parce que les critères de sélection, ils sont exigeants pour rentrer dans les 1000 au niveau mondial, effectivement. Ouais. Et donc, on a fait les premiers entretiens avec eux, maintenant qu'on est sélectionnés, et donc ils vont mieux nous aiguiller sur comment pouvoir remplir ce dossier. Et maintenant, on se rend compte aussi qu'on est plus près, on est dans une étape plus mature, et donc on pourra potentiellement être sélectionné. Ces enjeux d'économiser l'eau, évidemment, ils sont planétaires. Quand vous créez Telaqua, il y a cette ambition déjà, ou déjà vous dites, bon, essayons de grandir petit à petit? C'est une ambition qu'on avait dès le début, et moi je viens du coup du Chili, et c'est un pays qui est la moitié du pays, il est désert, et donc je connais déjà ces problématiques depuis très jeune, et donc mon père il est expert en système d'irrigation, donc je voyais aussi ce genre de problématiques au niveau de ses clients, et aujourd'hui c'est quelque chose qui s'est accéléré avec le temps, et donc effectivement c'est une bataille qui est commune, qu'il faut qu'on mène avec intelligence, et la technologie c'est une façon justement de la mener, si on utilise à bon escient, quoi. Ouais. Vous avez modélisé ce que vous pouvez faire économiser en eau à une exploitation. Évidemment, ça doit dépendre de la taille de l'exploitation, du pays, de beaucoup de critères, mais est-ce que vous l'avez modélisé? Et alors, ça c'est un très beau débat parce que ça dépend énormément des pays et des cultures des personnes. Par exemple, on a des gens au Chili qui vont irriguer 18 000 mètres cubes d'eau par hectare, alors qu'ici en France, on va utiliser peut-être 5 000 ou 6 000. Donc, en fonction de quelles sont les mauvaises habitudes de l'irrigant, on peut faire énormément d'économies, donc plus de 50%. En moyenne, on va dire autour d'un 30%. Et il y a des gens qui sont vraiment déjà, ils sont très bons élèves, et là, on ne peut rien faire. Et bon, là, on va juste les féliciter, quoi. Ça commence par un audit, en quelque sorte? Ça commence par un audit. La première chose qu'on va faire, c'est auditer le système d'irrigation, parce que si on veut irriguer, la première chose, c'est que l'outil qu'on va utiliser pour irriguer dans le système d'irrigation fonctionne correctement. Et la plupart du temps, c'est là le gros souci, il ne fonctionne pas correctement et les agriculteurs ne sont même pas au courant. C'est ça le problème. Pour terminer, Florent Pellissier, c'est la première ou deuxième promotion? C'est la deuxième promotion. La deuxième promotion. Est-ce qu'on a des nouvelles de la première? C'est-à-dire, si on regarde un peu dans le rétroviseur, comment ça se passe pour les entreprises qui avaient été sélectionnées? Donc on avait accéléré 6 startups dans la première promotion et ça se passe très bien pour ces startups qui continuent leur chemin et leur développement. Nous on reste bien sûr en relation, en contact avec certaines de ces startups. Je pense notamment à Namer qui a intégré le top 20 des green tech françaises annoncées par le gouvernement. Donc voilà, c'est la preuve que ce programme est aussi un vrai programme d'accélération pour les lauréats. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter ce programme d'accélération. On passe à notre rubrique consacrée justement aux startups, comment restaurer l'écosystème côtier. Bonjour Djemila Donti, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Corail. Question traditionnelle dans cette rubrique, quand et pourquoi l'avez-vous créée? Alors, pour la petite histoire, d'abord, je suis née à Madagascar. J'ai grandi là-bas et je suis venue faire mes études d'école de commerce en France. Et en parallèle, en Madagascar, mes parents ont créé plusieurs entreprises parce que c'est des passionnés, notamment des animaux. Ma mère a créé une ferme de corail, notamment, en 2011, avec mon père, dans laquelle on bouturait du corail pour l'exporter. Et en 2020, cette société s'est arrêtée à cause du Covid et aussi à cause du décès brutal de mon père. Et donc, avec mes frères, on a été catapultés au conseil d'administration de ces sociétés-là. Et moi, en parallèle, j'avançais aussi dans mon projet personnel parce que je cherchais du sens dans mon travail. Je voulais faire partie du mouvement positif pour l'environnement. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de transformer cette ferme de corail en une ferme qui allait plutôt être en faveur de l'environnement. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer Corail. Donc concrètement, ici en France, on a une société qui engage les entreprises internationales dans la restauration des écosystèmes marins en Afrique, c'est-à-dire en leur proposant des plans RSE sur mesure
ou l'achat de crédit carbone, qui nous permet en Afrique de replanter du corail, des herbiers marins et de la mangrove. Donc on parle de pépinières de systèmes côtiers, d'écosystèmes côtiers, c'est ça? Peut-être d'abord un constat, à quel point sont-ils en danger et quelles zones des côtes africaines sont plus touchées que les autres? Ça, c'est la première question. Puis ensuite, on va expliquer comment ça marche. Oui, tout à fait. Alors, eh bien, en fait, les récifs coralliens dans le monde sont en danger, ça c'est connu. On a déjà perdu 25% de la population des récifs coralliens dans le monde. Et l'Afrique n'est pas en reste, bien sûr, par rapport à cette situation. 12 000 km² des récifs coralliens qui longent l'océan Indien, donc les pays d'Afrique de l'Est et Madagascar, sont menacés de disparition totale d'ici 2070 si nous faisons rien, notamment à cause de la hausse des températures, mais aussi à cause des mauvaises pratiques de pêche et de tourisme, et enfin à cause de la pollution. Et ensuite, la deuxième menace pèse aussi sur le reste des écosystèmes qui sont interconnectés, donc les herbiers marins et la mangrove, qui perdent aussi de leur surface chaque année. Alors ces pépinières, comment ça marche? Vous arrivez avec des boutures de corail? J'avoue, je n'y connais rien, donc c'est quoi le principe? Oui, alors c'est exactement ça. Le bouturage, c'est vraiment le bon mot. Donc on parle plutôt de nurserie, puisque le corail est un animal et pas une plante. Par contre, assez particulier, puisqu'il vit en symbiose avec une plante, donc il a aussi les propriétés des plantes. Donc on peut, à partir de ce qu'on appelle un leader corail, donc le casser en plusieurs petits morceaux et ensuite le faire pousser sur un socle qui va lui permettre de se développer, et donc on a comme des boutures. Et donc c'est quoi? C'est une marche à suivre? C'est un peu standardisé ce que vous proposez? Oui, alors effectivement, donc on crée un modèle standardisé. C'est là qu'on innove, puisqu'en fait des solutions comme les nôtres, ça existe partout dans le monde, surtout en Australie, c'est les pionniers bien sûr, et en Asie du Sud-Est. Et nous, ce qu'on propose en fait, c'est un modèle standardisé qui permette d'apporter les nouvelles technologies de bouturage aux zones, aux nurseries dans les pays africains. Donc on va avoir une liste de golden rules à suivre, et donc on applique ces techniques de bouturage. Et donc le modèle économique, vous l'avez un peu évoqué, mais je veux bien qu'on rentre dans le détail, c'est de convaincre des entreprises ici en France ou des entreprises internationales de financer ces programmes, c'est ça? Exactement. Alors nous, on vise principalement la France et le Royaume-Uni, du fait de leur histoire commune avec le continent africain. Et donc on va parler à des entreprises qui ont soit une histoire particulière avec ces pays, soit une volonté ou une volonté de régénérer ces écosystèmes. Et donc on va co-construire un plan RSE avec eux, ou leur vendre des crédits carbone, puisque quand on replante de la mangrove ou des herbiers marins, on peut émettre des crédits. Donc ça, c'est le produit le plus simple. Le deuxième produit, c'est donc co-construire un plan RSE avec eux pour financer ces programmes de restauration. Donc un exemple tout bête, une entreprise de grande consommation pourrait remettre une partie de son chiffre d'affaires sur tel ou tel produit dans la restauration de ces écosystèmes. Et nous, on a donc un réseau de nurseries en Afrique, à commencer par Madagascar, donc la ferme dont je vous parlais, dans laquelle en fait on va faire ce bouturage, se mettre en partenariat avec les aires marines protégées de la région, et donc faire les restaurations. Et la petite différence, c'est aussi qu'on apporte aussi une sensibilisation à travers les aquariums ludo-éducatifs qui sont associés aux nurseries. Il y a aussi une dimension pédagogique. Merci beaucoup, Jemila Donti, et bon vent à Corail. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À Bismart.